Bonjour, bienvenue à De la théorie à la pratique, une formation sur le PQPTM, le programme québécois pour les troubles mentaux, des autosoins à la psychothérapie. À la fin de cette capsule, vous serez en mesure de reconnaître l'importance du repérage des troubles mentaux dès la première ligne, d'identifier les avantages d'avoir des outils d'intervention communs en santé mentale, d'illustrer l'impact que peuvent avoir tous les intervenants du réseau auprès des usagers, d'établir l'importance du point de vue de l'usager et de le transmettre, de conclure que le jugement clinique demeure à la base de toute intervention. Diabétique à l'âge de 9 ans, Jessie Robert a des problèmes de vomissement et des douleurs insoutenables au ventre depuis plus de 20 ans. Incapable de trouver la cause, les médecins lui ont prescrit du Dilaudid pour la soulager. Résultat, une dépendance qui est allée jusqu'à la surdose. Quand j'ai rentré ici à l'urgence, j'étais mort là, pour quelques minutes. Il fallait réanimer quelquefois. J'étais sur tellement de Dilaudid, que je prenais tellement, il était même pas capable de me, sedate me. Tu sais, quand tu veux mettre quelqu'un dans un coma, un peu, il était pas capable parce que j'avais tellement une tolérance. Jessie, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, oui. Aujourd'hui, Jessie peut compter sur sa médecin de famille, la Dr Ramtani, pour l'aider avec ses problèmes de douleur, de vomissement et de dépendance. Sans le savoir, Jessie, comme de plus en plus d'usagers, profite du PQPTM, le programme québécois pour les troubles mentaux qui inclut aussi les problèmes de dépendance. On fait du repérage durant les consultations médicales pour les suivis, mais aussi pour les patients qui nous viennent au sans rendez-vous, qu'on ne connaît pas, mais qui viennent pour des causes qu'on appelle non spécifiées, non précises. Les patients qui vont venir pour une cause de santé physique, mais qui clairement pas juste ça. On le fait beaucoup aussi pour les patients qui ont évidemment des enjeux d'arrêt de travail ou de certificats médicaux un peu non spécifiques parfois. Jonathan, c'est un patient qu'on connaît quand même très bien à la clinique, on le suit. Les membres du GMFU de Verdun, où travaille la Dr Ramtani, apprécient particulièrement les outils offerts dans le cadre du PQPTM. C'était notre rêve d'avoir une banque de papier, de guides déjà tout préparés. Puis ça nous aide énormément. On fait une intervention, puis beaucoup d'études ont été faites justement pour dire tout ce qui est dit dans le bureau médical, ce qui est retenu, c'est ce qu'il part avec écrit, parce que c'est ça qui va se rappeler une fois qu'il est moins stressé, qu'il n'est pas devant son médecin, qui lui annonce des affaires. La vision du PQPTM, c'est aussi offrir des outils aux intervenants. Pour qu'ils puissent être plus confortables avec les enjeux de santé mentale, qu'ils puissent faire la promotion là, du bien-être psychologique auprès de la clientèle. Parce qu'on veut informer la clientèle de ce qu'ils peuvent faire pour être plus en contrôle au niveau de leur santé mentale. Je vous donne peut-être un exemple de la douleur de l'épaule. Quand un patient vient me voir, je vais l'évaluer, je vais faire mon diagnostic, puis je vais lui donner des feuillets d'information. Hein? Quand on va lui dire, fais ces exercices-là, puis si ça ne va pas, tu reviens me voir, on va aller plus loin, puis là, tu auras besoin peut-être d'une kinésithérapeute, tu auras besoin de la compétence d'un physiothérapeute. Mais entre-temps, on lui donne un guide pour faire ça tout seul à la maison, si c'est possible. Je faisais le parallèle parce que c'est à peu près la même chose en santé mentale aussi. Les professionnels en première ligne, je pense, peuvent être grandement gagnants dans toute cette démarche-là. Parce que ça va leur donner des outils pour intervenir auprès de personnes usagées qui sont pas toujours évidents, qui peuvent avoir des enjeux au niveau de la personnalité, qui ont des enjeux au niveau de la régulation des émotions. Ça se présente sous forme de dépression, d'anxiété, mais il y a des guides, il y a des outils. C'est excessivement riche, tout ce qui est disponible pour les intervenants. Et je dirais beaucoup pour les intervenants de première ligne qui ne sont pas nécessairement intégrés dans des équipes de santé mentale. À 37 ans, Camille vit avec le trouble de personnalité limite. Elle a fait quelques dépressions,
eu des problèmes de toxicomanie, mais ne consomme plus depuis 7 ans. Au cours des dernières années, elle a participé à des ateliers d'auto-soins qui sont maintenant intégrés dans le PQPTM. On avait aussi des exercices là, dans le livre qui nous donnaient des lectures à faire. Puis, il y a plein de choses comme la méditation pleine conscience, prendre un pas de recul. C'est vraiment d'apprendre à faire de l'introspection puis de regarder comment on vit ça, qu'est-ce qu'on ressent, puis être en mesure de faire « OK, bon, cette direction-là, c'est pas la bonne, ça va pas bien comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? » Et on a appris tout ça. Les autosoins, c'est intéressant pour les gens qui sont à la maison entre les rencontres avec les professionnels, d'avoir quelque chose sur lequel ils peuvent travailler par eux-mêmes, qui peut soutenir aussi tout ce qui concerne les moments entre les contacts avec les intervenants. T'sais, que ce soit entre le guichet d'accès puis le suivi première ligne ou entre l'accueil psychosocial puis l'intervention au guichet d'accès, bien, de pouvoir avoir quelque chose sur lequel l'usager peut consulter, peut réfléchir, peut travailler sur des enjeux puis alimenter sa réflexion qui va mieux le préparer à l'intervention qui va suivre. Je vais te faire remplir un fameux questionnaire là, qu'on appelle le questionnaire d'appréciation des symptômes dépressifs, PHQ-9. Ça va me permettre tout simplement de savoir qu'est-ce qui est vraiment présent, qu'est-ce qui est le plus souffrant, puis peut-être qu'on va partir de là pour trouver des solutions. Les formulaires standardisés du PQPTM à tous les niveaux d'intervention permettent de faire un meilleur suivi des usagers. Bien, ça permet de comparer sur certains éléments de chacun des questionnaires. Est-ce qu'il y a une évolution? Puis s'il y en a une favorable, bien, c'est intéressant de le refléter à l'usager puis de renforcer les gains qu'il y a eu dans l'intervention. Puis au contraire, s'il y a des choses qui se sont dégradées, bien là, de s'attarder dans l'évaluation à pourquoi sur tel élément il y a eu une dégradation des symptômes ou il y a une dégradation dans sa situation, mais d'aller pouvoir chercher plus d'informations. Ce qui ne serait pas nécessairement mis de l'avant si on n'avait pas ces questionnaires-là, parce qu'il n'y a pas nécessairement de questions standardisées à l'accueil puis au guichet. Ces formulaires permettent également une meilleure communication entre les différents intervenants. Il y a déjà une plus grande facilité des intervenants à se parler, à avoir un langage commun. Je pense qu'au niveau des équipes qui ne sont pas spécialisées en santé mentale, ça peut se faire particulièrement ressentir. Au guichet, on reçoit des références de l'accueil psychosocial ou de GMF où il y a déjà un PHQ-9, un GAD-7, un WCAS qui a été fait. Donc, nous, ça nous permet d'en refaire un puis de voir est-ce que depuis la référence, il y a eu une évolution dans les symptômes, dans le vécu de l'usager, puis d'ajuster l'intervention en conséquence. Il n'y a pas juste ça qui permet d'ajuster l'intervention. Évidemment, les intervenants, ils continuent de faire leur travail d'évaluation puis d'utiliser leurs compétences, mais ça peut donner une idée puis des indices sur quoi axer justement cette évaluation-là. Je pense que l'avantage, c'est qu'on va venir clarifier un peu la trajectoire. On va venir améliorer la fluidité entre les équipes. Si on a un usager qui ne va pas bien, normalement, on va avoir des corridors de service plus faciles pour que justement la personne puisse avoir un service qui répond à ses besoins. Donc, on va avoir un langage commun et on a un objectif commun. Offrir le bon service au bon moment par la bonne personne. J'ai été contactée par le coordonnateur du GAP, le guichet d'accès première ligne. Pour Alexandre, l'arrivée du PQPTM signifie une meilleure collaboration à tous les niveaux. On a la chance, à toutes les semaines, d'avoir une rencontre qu'on appelle le comité d'orientation qui réunit un psychiatre répondant, mais également tous les coordonnateurs professionnels puis les chefs de service des services de notre continuum en santé mentale. Puis ça permet de discuter des situations où on est dans une impasse pour l'orientation des services. Pour des gens, notamment, qui ont un long historique ou qui sont dans une situation complexe qui implique de nombreux services d'aide dans différentes directions, bien, ça permet d'avoir un point de chute où on peut échanger puis conclure. Arriver à une conclusion sur qu'est-ce qu'on va proposer comme service à la personne. Se joindre à Marie-Lé... Pour la Dr Amtani, le PQPTM évitera l'aggravation des troubles mentaux chez un bon nombre d'usagers. Je pense que si on repère et qu'on intervient tôt pour les patients qui ont des besoins encore mineurs, peut-être qu'on va dire ça comme ça, on va diminuer les références en deuxième ligne ou des services spécifiques déjà. Je fais beaucoup le parallèle avec la médecine physique, là. Je dis à mes patients qui me disent « Ah, j'ai pas revu mon gynécologue pour le pap test. »
Je suis comme, non, je veux pas que tu voies ton gynécologue pour un pap test. Je veux que le gynécologue voie un patient qui a peut-être un cancer de l'ovaire. Ton pap test, ça va être mon infirmière qui va te le faire. Alors, c'est la même chose au niveau de la santé mentale. Moi, je suis d'avis qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire en première ligne, mais il faut qu'on ait les ressources nécessaires. Ceux qui participent au programme croient qu'avec de bons outils, les intervenants de première ligne peuvent faire une énorme différence. Ce que j'ai remarqué dans ma pratique, c'est des fois, il y a du monde qui va voir la souffrance de l'autre ou d'être capable de repérer, mais comme ils ne savent pas quoi faire avec, il n'y a pas de trajectoire, bien là, je ne fais rien parce que je ne sais pas comment t'aider, je me sens impuissant. Ce que j'aurais aimé me faire dire par quelqu'un, exemple, que j'arrive à l'urgence, c'est décourage-toi pas, tu sais, on va être là. Ouais. On dit souvent dans les portes d'entrée que le repérage du risque suicidaire il est comme universel. Puis ben, en le faisant, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont des idées suicidaires puis qui doivent être référés au bon service. Ben, c'est un peu la même chose pour l'anxiété, la dépression. T'sais, si on ne pose pas la question, on ne le saura pas. Mais si on pose la question, puis on enquête ou on vérifie ces éléments-là, bien évidemment qu'on va découvrir des gens qui ont des besoins puis qu'on va pouvoir prendre en charge. Si on arrivait là, dans un monde idéal à implanter le PQPTM partout dans notre CIUS, dans toutes les équipes, bien, ça ferait en sorte que tout le monde serait à l'aise de faire du repérage et que tout le monde serait à l'aise de proposer des interventions. Comme pour tout changement dans les pratiques, il faudra une certaine période d'adaptation pour implanter le PQPTM. Il y a certaines personnes qui le voient de manière très positive, comme encore une fois une forme d'accompagnement pour leur permettre de mieux prendre en charge, de mieux faire les suivis avec les usagers. D'autres personnes vont craindre le côté un peu plus prescriptif du PQPTM, c'est-à-dire il faut faire ceci, il faut utiliser tel type de thérapie, il faut faire tel type d'échelle de mesure à tel moment. Mais je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'encore une fois, le jugement clinique est à la base de tout. Et oui, on suggère certaines approches dans le PQPTM, mais clairement, c'est les compétences cliniques et le jugement clinique de chaque professionnel qui est la chose la plus importante. Ça reste un guide et le jugement clinique de tous est en avant-plan. L'intervenant, qu'il soit formé en santé mentale ou non, a un jugement clinique qui est hyper important et ça, c'est toujours respecté dans le cadre du PQPTM. Rien n'est imposé. Qu'est-ce qui est le plus utile dans une thérapie? Quel est le facteur de bon pronostic pour dire qu'une thérapie va fonctionner? C'est le lien entre un thérapeute et la personne qui vient le consulter. C'est vraiment ça la chose la plus importante. Je ne sais pas où est-ce que je serais aujourd'hui sans Dr. Hamtani. Sérieux. Elle m'a vraiment beaucoup aidée. Les participants espèrent que les débuts prometteurs du PQPTM réussiront à convaincre leurs collègues à embarquer. Pour que le PQPTM décolle et que l'implication des médecins puisse aider, c'est vraiment de se rappeler qu'on le fait déjà, mais que ça va être fait de façon plus standardisée. Un message pour mes collègues psychiatres. Je pense que c'est important de voir le PQPTM non pas comme quelque chose soit qui ne les concerne pas, soit comme quelque chose qui pourrait potentiellement brimer leur pratique. C'est important de le voir comme une opportunité, une occasion, à l'échelle de la population québécoise, d'avoir une approche qui va être beaucoup plus harmonisée, qui va permettre une utilisation des différentes ressources de la bonne façon. Encore une fois, la bonne approche pour la bonne personne au bon moment. Et ultimement, tout le monde va en bénéficier.